Planète Marché, c'est tous les soirs, 3 experts et une experte. On est content ce soir. On reçoit Sophie Chevlier. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Vous êtes gérante d'allocation d'actifs chez Dorval AM. Bienvenue à vous. À vos côtés, Alexandre Baradez. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Brice. Chef analyste chez IG, qui présente tous les matins son point à 11h pile, pendant tous les jours. Et enfin, Louis Defels. Bonsoir Louis. Bonsoir Fabrice. Vous êtes directeur général responsable de la gestion collective chez Gay-Lussac Gestion. Messieurs, dames, on démarre avec ce shutdown. On a eu 40 jours de blocage, donc 40 jours sans que beaucoup de salaires soient versés. Alors, on venait à cette décision, c'est vrai qu'il est très très politique, on le voit, c'est un petit peu une bataille qui ressemble à ce qui se passe dans notre hémicycle. Sophie, et ça provoque une flambée. Voilà, cette fin de shutdown, c'est peut-être un signal après une baisse assez sensible des indices américains la semaine dernière. Ça rebondit en tout cas sur cette nouvelle. Oui, effectivement. Bon, le marché a connu une semaine un peu chahutée la semaine dernière, donc disons que ça ouvre la possibilité d'un rebond. Je pense qu'au-delà de la question du shutdown, il y a une question plus fondamentale sur les interrogations qu'on peut avoir autour de la santé du consommateur américain. Oui. On n'a pas trop de visibilité, puisqu'en fait, il nous manque des données, et donc la perspective d'avoir de nouvelles données, on espère quand même avoir des éléments plus concrets. Ce qu'on observe quand même, c'est qu'il y a une dégradation du consommateur aux États-Unis, et notamment donc des consommateurs relativement peu aisés, et des jeunes consommateurs. Et il est évident que la situation du shutdown n'a pas dû améliorer la situation d'un certain nombre de consommateurs aux États-Unis. Comment on le mesure, ça, justement Alors, on ne le mesure pas pour l'instant, et on attend d'avoir les prochains chiffres pour le mesurer, mais en fait, il y a quand même des mesures qui sont autour, notamment des cartes de crédit. Donc, la consommation, les indicateurs sont suivis notamment par Merrill Lynch sur la consommation dans les cartes de crédit. Mais donc effectivement, on a cette incertitude qui pèse un petit peu sur un certain nombre de secteurs aux États-Unis, puisque le marché américain monte beaucoup, mais avec une concentration quand même très très forte. Les secteurs plus traditionnels de l'économie sont un peu en reste, et notamment la consommation discrétionnaire. Et donc effectivement, la fin du shutdown est quand même quelque chose qui était attendu. Aussi bien pour l'emploi que pour les consommateurs les moins aisés. D'accord. Alexandre, c'est vrai que on a cette nouvelle qui provoque le rebond du marché. Jusqu'ici, on n'en parlait pas trop du shutdown. Il n'y a pas de quoi bouleverser l'économie américaine, si ? Non, effectivement, c'est quand on regarde sur un graphique du SP500 entre le moment où le shutdown débute et ces dernières semaines, ça n'a fait que grimper. Le seul gros épisode de volatilité qu'on a eu avant celui de la semaine dernière, c'était le 10 octobre, quand Donald Trump s'est énervé contre la Chine, 3% de baisse et récupéré tout aussi vite. Donc non, le marché n'a jamais pricé le shutdown. C'est pour ça qu'on peut, moi je m'étonne, la puissance du rebond qu'on a. Sur la séquence de la semaine dernière, on a quand même eu, sur le sol, c'était 3%, mais entre le point haut et le point bas, par exemple, du Nasdaq, on était quand même sur du 5,5%. Donc, finalement, on a repris quasiment la moitié de tout ça, presque 2/3, sur, effectivement, cet espoir que le shutdown s'arrête. Mais je partage l'avis de Sophie, à savoir la question du cas. C'est-à-dire que on a l'impression que le marché reste totalement focalisé sur la question de l'IA. Il y a même s'il y a eu quelques perturbations dans les ondes la semaine dernière avec OpenAI et puis tous les sujets entourant la demande éventuellement de backstop de l'État américain sur les financements. Mais toutes les enquêtes passent sous les radars actuellement. C'est ça qui est assez incroyable. Ça, vous avez les enquêtes parce qu'on va les juger partisanes, par exemple, du Michigan, ou celle du Conference Board vient aussi confirmer certains points qu'on voit dans le Michigan. On a eu les chiffres la semaine dernière. On est, grosso modo, vous dézoomez un graphique de la confiance des consommateurs sur 25 ans. On est à peu près au même niveau qu'au moment de la crise des subprimes, au moment de la crise Covid, et la partie expectation, c'est-à-dire la partie attente des consommateurs, ne s'améliore pas d'un mois à l'autre. Ça veut dire qu'ils sont déprimés ? Oui, mais c'est ça qui est étonnant, c'est que même leurs anticipations d'inflation, alors encore une fois, on sonde les consommateurs, on leur demande est-ce que vous pensez que dans 12 mois les prix seront plus élevés, moins élevés ? Ils voient toujours une inflation à 12 mois au-delà de 4%. Alors elle ne sera pas à 4% évidemment, mais c'est un sentiment chez le consommateur. C'est-à-dire que le consommateur, qui est quand même la locomotive de l'économie américaine, envoie des signaux qui sont très moyens, et on sait qu'aussi les consommateurs, il y a une espèce aussi de concentration de la consommation chez les 10-20% d'Américains les plus riches. Donc on a l'impression que ce haut du cas, c'est les 10%, le thème de la bourse, de l'IA, etc., qui porte l'économie américaine, et que c'est l'espèce de grand arbre, c'est un séquoia, mais qui cache la forêt de tout ce qui est balance commerciale et dépenses de consommation. Et effectivement, on a l'impression qu'il y a un peu d'empressement maintenant à sortir de shutdown, parce que Thanksgiving approche et qu'on voyage beaucoup, qu'on bouge beaucoup, et que si les services ne fonctionnent pas durant cette période-là, alors que les services, c'est aussi le pôle de l'économie américaine, eh bien, on a même les plus optimistes, comme Kevin Hassett, par exemple, le conseiller économique, c'est la première fois qu'on l'entend tenir des propos depuis le début du mandat,
un peu inquiet, qui dit on a sous-estimé le coût du shutdown, etc. Donc on voit qu'on commence à s'inquiéter un petit peu de l'impact économique et que risque de contraction peut-être au 4e trimestre. Oui, notamment les services aéroportuaires. Il ne faut surtout pas que ça soit bloqué pour la fin du mois. Louis, je suis assez en ligne avec ce qui a été dit. Surtout, je pense que les Républicains avaient intérêt à que ça se passe assez vite, parce qu'on voit qu'au final, je suis entièrement d'accord, les 10% des plus riches, je crois que c'est 40 ou 50% de la consommation. C'est au plus haut historique, ça n'a jamais été vu. Et c'est pour ça que on a vu comment ça se passe aux élections. Vous avez vu ce qui s'est passé aux élections de New York. Bon, c'est une ville un peu à part, mais quand même, c'est vraiment le ras-le-bol des classes plus populaire. Au début, c'était populaire, mais c'est venu vers les populations moyennes qui sont assez représentées à New York. Ils ont dit ras-le-bol, on peut plus vivre, etc. Et c'est pour ça que le président Trump, un peu en catastrophe, a dit tiens, on va redonner $2000 un peu à toutes les classes politiques, à tout le monde sauf les hauts revenus, pour pouvoir aller un peu mieux, parce que les midterms qui vont arriver, ça devrait un peu moins bien se passer pour les républicains. Donc c'est pour ça, voilà, c'est vrai que c'est plutôt les démocrates qui ont fait un pas vers les républicains, mais c'est que jusqu'à fin janvier. Voilà, peut-être pour la fin de l'année, pour Thanksgiving, qui est très important pour la consommation aux US. Mais voilà, c'est vrai que c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Aujourd'hui, les 10%, il y a l'effet marché, l'effet Bitcoin, tout ça, qui fait qu'aujourd'hui, l'effet richesse est ultra concentré sur une petite partie des Américains. Et aujourd'hui, donc, eux peuvent se permettre de consommer avec largesse, mais on voit que c'est plus simplement la classe les plus pauvres. C'est aujourd'hui la classe moyenne, un petit peu comme ce qui se passe aussi en Europe. Il y a un ras-le-bol, on se dit, mais on n'y arrive plus. Mais pas uniquement que les plus pauvres, ça commence à arriver vers les classes moyennes, et on l'a vu. Les statistiques sur les restaurants, on a vu des restaurants rapides comme Chipotle, etc., même beaucoup de fréquentation en moins dans les restaurants. Bah maintenant, les gens, ils n'ont plus le moyen, ils reviennent chez eux aux États-Unis. Donc voilà, c'est vraiment. Ils reviennent chez eux ou ils reviennent sur les fast-food, alors plus bas de gamme, entre guillemets, McDonald's étant un des fast-food, il faut rappeler. Mais est-ce que vous avez vu le prix des fast-food maintenant aux États-Unis? À New York, je crois qu'il y a une pizza, c'est quasiment 30 ou 40 $, hein, donc c'est devenu juste n'importe quoi. Donc, voilà, et c'est vrai vous avez parlé du sentiment du Michigan, je crois que c'est le 2e plus bas historique. Donc aujourd'hui, voilà, attention, pour l'instant, c'est complètement pas vu, donc c'est vrai que ça se voit complètement. Aujourd'hui, on pourrait se dire, mais je comprends pas pourquoi les taux baissent pas plus, donc c'est vrai qu'il y a toujours le problématique de l'inflation. C'est vrai que moi, j'avais pas trop compris pourquoi les taux étaient passés de 3,90 à quasiment 4,14. Donc c'est vrai qu'il y avait eu les bons chiffres des PMI des services, et c'est là où de temps en temps, on comprend pas trop, parce que les derniers PMI des services sont très bons, et à côté de ça, vous avez l'emploi qui commence à se dégrader. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai Sophie, d'autant que je vous passe la parole sur l'emploi. Alors là, on est un petit peu en aveugle depuis que voilà, on a plus tellement de repères. Alors on a des enquêtes privées de temps en temps, oui, mais là aussi, on ne sait pas s'il faut s'y fier ou pas. Alors on aura assez rapidement, je pense, des clarifications, mais effectivement, alors on a quand même quelques chiffres, parce qu'il y a eu l'enquête Challenger qui traduisait. Alors il n'y a pas beaucoup de destruction d'emplois nets. Mais c'est vrai que ça traduit quand même une économie qui est relativement atone sur les créations d'emplois. Les indications qu'on a eues aussi, qui sont des indications un petit peu fragilisantes sur, par exemple, les jeunes diplômés. L'accès à l'emploi pour les jeunes diplômés, qui est rendu beaucoup plus difficile aujourd'hui. Alors là, on questionne bien entendu l'intelligence artificielle et les éventuels impacts de l'intelligence artificielle. Il y a eu quand même à peu près 300 000 emplois détruits par le Doge. Donc les économies. Donc l'un dans l'autre, on a depuis plusieurs mois une économie qui ne crée plus d'emplois. Oui. Qui en détruit légèrement, qui en crée très légèrement, mais qui en est. Je vais être un petit peu direct, mais est-ce que c'est pas un peu la gueule de bois? Après, c'est vrai, cette euphorie qu'on avait quand Donald Trump est arrivé, il a mis en place ses tarifs, il a promis énormément. Bon, ça c'est sa technique. Et on est en train de se réveiller un petit peu et dire, est-ce que voilà, 6-8 mois après. Ça se voit très clairement dans les sondages. Je pense que le taux d'adhésion à Donald Trump est tombé à 44%. Donc, effectivement, ça se traduit. C'est aussi l'élection de New York. Il y a un problème de pouvoir d'achat que vous mettiez en évidence pour les classes moyennes et les classes moins aisées. Heureusement, il y a ce chiffre qui est sorti du chapeau. Donc, $2000, enfin, on ne sait pas comment il va le financer. $2000 donc pour les ménages américains, les plus en difficulté. Effectivement, ce n'est pas très clair parce que ça a été en partie contredit par Scott Bessent, mais je pense que quelle que soit la façon dont c'est produit, ça sera effectivement bienvenu. Mais il y a effectivement une question aujourd'hui aux États-Unis sur le pouvoir d'achat. Et même dans les enquêtes du Michigan, on voit que les anticipations d'inflation sont encore relativement élevées. Donc c'est un sujet. Après, à partir effectivement on va avoir une impulsion budgétaire qui commencera à être plus favorable à partir de 2026. Et puis on sera en période préélectorale.
tout ça va être relativement soutenu. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une fracture sociale, entre guillemets, aux États-Unis qui s'est accrue. Ouais, et puis pour ceux qui y vont, c'est vrai que la vie est quand même chère hein, pour la... Alexandre. Comme ça, sur cette question des $2000, on sent que c'est un petit sujet politique parce que beaucoup percevaient ça comme un chèque, un peu comme dans la période Covid, où on va donner $2000 à tous les Américains. Et puis donc, on a vu les actifs crypto ce week-end repartir un peu à la hausse, typiquement le genre d'actifs qu'on a bien tradé quand on pense qu'il y aura des aides directes aux consommateurs. Et puis effectivement, Scott Bessent est un peu modulé parce que il dit que ce sera peut-être déjà sur les baisses d'impôts, donc qui ont déjà été votées, donc ce sera intégré peut-être aux baisses d'impôts, donc ce sera moins direct, ce sera peut-être plus progressif. Et surtout, pas perdre de vue, et ça n'a jamais été dit comme tel par Donald Trump, mais on comprend bien qu'avec l'histoire de la Cour suprême, ça devient un sujet, c'est que, moi c'est comme ça que je le perçois, les taxes à l'importation, c'est une taxe. C'est un moyen de faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État américain pour réduire un déficit dont on rappelle que depuis l'après-Covid, n'est jamais retombé sous les 5% quasiment. Donc le quoi qu'il en coûte, les États-Unis l'ont aussi bien expérimenté et ils l'ont porté eux aussi, il n'y a pas que la France, d'autres pays, ils l'ont porté aussi très longtemps. Sous Biden, les derniers mandats, vous étiez encore à 6-7% de déficit rapporté au PIB par année. C'est vrai, mais on dit toujours que c'est pour financer la croissance des nouveaux investissements, alors sûrement dans l'armée, sûrement dans l'IA. En revanche, il y a quelque chose, ça me fait penser, c'est vrai, c'est ce chèque de $2000 un petit peu à l'hélicoptère bomb money. Vous vous souvenez de 2008 de Bernanke. Là, on se dit, finalement, c'est la façon la plus directe. C'est vrai que ça avait boosté à l'époque le marché, même si les gens en avaient profité pour trader justement et se mettre à la bourse à l'époque. Oui, alors ça pense sur ces $2000, ça fait comme une question, et effectivement, que l'administration Trump commence à considérer, c'est la question du pouvoir d'achat, parce que on n'a plus de données sur l'emploi depuis à peu près 2 mois. Donc les projections de salaire dernières qu'on ait eues, c'était 3,7% de progression moyenne des salaires aux États-Unis, avec une inflation sur les différentes mesures qui est autour de 3%. Vous avez, alors quand les salaires progressaient post-Covid à plus de 4% et quelques, on voit que la marge entre l'inflation et la progression des salaires diminue. Et avec ce taux de chômage qui remonte progressivement, c'est qu'effectivement, le levier des demandeurs d'emploi par rapport au salaire est plus faible. Donc, il y a érosion du pouvoir d'achat, et ces $2000, effectivement, je pense que l'administration actuelle commence à avoir des craintes sur la consommation, ce qu'on disait tout à l'heure. Elle a bien conscience que c'est masqué par les énormes effets d'annonce très volontaires de Trump sur l'IA, etc., mais qu'en sous-jacent, le consommateur commence à tirer la langue avec des taux de carte de crédit, il faut le rappeler aussi, qui sont à plus de 20% aux États-Unis. C'est des niveaux qu'on n'a pas vus sur les 4 dernières décennies. On n'a pas vu des niveaux à 21-22%, comme on l'a maintenant depuis à peu près 1 an et demi. Mais c'est un petit peu inquiétant ce que vous nous racontez, parce qu'on a l'impression que... Voilà, on est arrivé un petit peu à un plafond, que ce soit sur les taxes, que ce soit sur les consommateurs. Et voilà, on sait que maintenant... également. Parce que voilà, tout ce plan, le triple B du président Trump a été fait une fois de plus en creusant le déficit. Il faut savoir que depuis 2014, les États-Unis se finance en faisant le déficit. Sa croissance, c'est le pays qui tire la PIB mondiale. Mais voilà, donc il y a un moment, jusqu'à quand? Et c'est vrai que les fameux $2000, comme vous l'avez dit très justement, je crois qu'il y a une grande partie, c'est la défiscalisation des pourboires. Voilà, donc c'est un peu une annonce à la française, des choses qui sont déjà faites, on le redit sous un autre format. Mais c'est vrai que ce ne sera plus un chèque comme ça. Donc voilà, la question, c'est vrai que le président Trump, il est un peu bloqué, parce qu'elle est mi-terme, parce qu'on en a parlé, et il y a un moment, il ne va plus pouvoir faire du déficit. Donc là, il va refaire encore un max de relance budgétaire pour pouvoir aider le consommateur, mais jusqu'à quand? Donc c'est vrai que pour l'instant, il est content parce que c'est l'IA qui a un peu pris le relais de la croissance du consommateur. Je crois qu'aujourd'hui, 40% de la croissance du PIB aux US, c'est grâce à l'IA. Donc pour une fois, c'est pas le consommateur le premier relais de croissance. Enfin, c'est plutôt les investissements colossaux qui sont faits par, justement, on va dire, les dix magnifiques. Donc, les boîtes de tech. Ouais, c'est ça. Et en plus, on a vu dans la publication du T3, qui sont encore très bien, donc il reste Nvidia le 19 novembre, mais c'est vrai que là, les 7 magnifiques aura Nvidia, c'est encore 30% de croissance de bénéfices par action sur le 3e trimestre, c'est magnifique. Bon, après, c'est un peu moins fort, c'était 46 au premier trimestre, 38, je crois, T2. C'est pas mal. Un peu plus de 30. Voilà. Mais après, voilà, pour 2026, les effets de base vont être de plus en plus importants. Évidemment, c'est magnifique. C'est vrai que le CAPEX ont été remontés, mais vous avez vu ce qui s'est passé sur Meta. Meta a même remonté son plan de CAPEX pour l'année prochaine dessus, mais le titre a baissé parce qu'il y a toujours ce problème de rentabilité. Ouais. Et vous n'avez pas vu ce fameux, je crois que c'est Brad, le fameux investisseur dans le venture capital qui investit dans OpenAI, qui a posé une question assez anodine au patron d'OpenAI en disant, mais comment vous allez réussir à financer les 1200 milliards de commitments avec vos fournisseurs, sachant que vous faites que 13 milliards de chiffre d'affaires. Donc voilà, donc réponse un peu
ça rapporte un peu les années 2000, mais si vous n'êtes pas content, vous pouvez vendre vos titres. Voilà, donc ça, on a trouvé la réponse un peu dingue. Donc voilà. De Sam Altman, c'est lui qui... Oui, parce qu'au début d'OpenAI, c'est vrai qu'ils ne savaient pas trop comment financer leur machine. Alors aujourd'hui, voilà, ça vaut déjà 500 milliards, on parle déjà de 1000 milliards, mais il disait, de toute façon, le modèle sera tellement puissant que finalement, il va trouver lui-même la solution. Alors on ne sait pas si c'était une boutade ou s'il y croit vraiment. Mais pour le moment, lui, c'est simple, il met tout ce qu'il faut pour être le premier. Et vous avez vu, il y a eu un pinier, parce que le patron d'NVIDIA a quand même dit que ce serait la Chine qui gagnerait la bataille de l'IA, parce qu'en effet, le coût de l'énergie est moins fort, et surtout, l'État finance. Voilà, c'est comme BYD contre Tesla. Vous savez que BYD a un BFR, je ne sais pas combien ils ont des créances clients avec l'État considérables. L'État fournisseurs, pardon, c'est l'État qui finance. Et là, c'est exactement pareil pour le Bitcoin. Et il y a même eu, la semaine dernière, quand le Nasdaq a perdu 5,5, rappelez-vous, on a parlé un peu d'un bail-out d'OpenAI en disant est-ce que le gouvernement américain viendrait en aide pour pouvoir financer. Je crois que le président Trump a dit non, il n'y aura pas de bail-out sur OpenAI. Donc pour vous dire, voilà, c'est les premiers prémices de... Excellente transition là justement sur la tech. On s'est posé la question sur ce plateau, effectivement, est-ce qu'il a eu une bulle? Alors c'est un peu ce qui s'entend, si on voit les grands titres en ce moment, c'est vrai, parce que ça a baissé, vous l'avez dit Alexandre tout à l'heure, assez fortement, et on se dit à un moment jusqu'où? Et ça ressemble furieusement à ce qui s'est passé, on s'en souvient peut-être sur ce plateau au début des années 2000 avec la bulle Internet, sauf que, comme vous le dites Louis, on a quand même des boîtes qui délivrent et qui continuent à engranger des sommes assez extraordinaires, dont les 7 magnifiques. La semaine dernière, la correction, c'est quand même le temps de 3 choses. Il y a eu d'abord, effectivement, le tout premier signal un peu faible, c'était la Fed. Alors, c'était pas la Fed de la semaine dernière, celle d'avant, mais la correction avait commencé une dizaine de jours quand Jérôme Powell a laissé entendre que la baisse de décembre était peut-être pas garantie, alors que le marché l'a pricé à 100% à ce moment-là. Donc, on est redescendu maintenant à 65% après être pro bas. Donc, le marché a un petit peu baissé ses anticipations et les taux ont rebondi. Ensuite, il y a le fameux rapport Challenger, effectivement, vu que c'est la seule data de l'emploi quasiment qu'on ait eu, le marché s'est dit, bon, si c'est ça l'image des datas qu'on doit avoir sur le NFPO, c'est pas glorieux, donc attention à ça. Et puis effectivement, un peu le warning, cette histoire de backstop, cette déclaration un peu légère comme ça sur un événement du Wall Street Journal sorti par la directrice financière d'OpenAI. On s'est dit, mais quand on parle de backstop, on se souvient, il y a des backstops, mais c'était plus des backstops, c'était les too big to fail quand on a sauvé Freddie et Fannie, enfin ce genre de truc. Donc pour l'investisseur, quand on fait appel un peu à la garantie de l'État, effectivement, je pense que c'est beaucoup plus par rapport à ce que c'est Louis, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus par rapport à une rivalité de la Chine, etc., qu'on va chercher cet appui, ce levier de l'État. Mais pour d'autres investisseurs, ça rappelait le too big to fail, les banques ou le secteur IMO. Donc ça a rajouté effectivement un petit peu de volatilité et effectivement, ça a baissé la semaine dernière et c'est pour ça que moi je suis vraiment surpris de la puissance du rebond qui a déjà commencé un peu vendredi soir sur les premières rumeurs par rapport au shutdown parce que... Vous, Alexandre, vous n'êtes pas très content. Il aurait fallu que ça baisse de 10-15%, on a une bonne correction. C'est ça qui est terrible, c'est qu'autant sur l'Asie, je trouve que les marchés ont une performance, que ce soit le Nikkei, que ce soit même la reprise des marchés chinois sur l'Europe, la reprise de l'IBEX en Espagne, du MIB, on est des reprises assez cohérentes par rapport à la macro, par rapport à la version des notations, etc. Aux États-Unis, il y a des segments, les small wood, qui restent je trouve encore assez corrects dans le comportement boursier, et vous avez ce qui ressemble, les opérateurs de bulles, à des exagérations. Quand vous avez des écarts par rapport aux moyennes de prix entre les indices comme le S&P 500, on arrive quasiment aux extrêmes qu'on a connus, toute époque confondue, entre l'écart du cours du S&P 500 et des moyennes de prix de 100 jours. Vous avez, Louis, vous avez 10 valeurs du S&P 500, c'est 42% de la market cap, on explose complètement les records de ce côté-là de la bulle Internet, et ça représente plus d'un tiers quasiment des résultats du groupe, du SP 500. Et on se demande, alors voilà... Et juste pour terminer, il y a l'aspect retail aussi, c'est-à-dire que on voit que le retail bourrine aux États-Unis, il y a des recours aux options, aux ETF leverage, on voit les volumes, on les mesure, ces volumes-là. Ça, généralement... Ça, c'est pas très bon signe. C'est généralement ce qu'on observe dans les phases de FOMO, où on y va banco, et où on sait qu'en plus, la part des actifs financiers, dans le pourcentage des actifs financiers américains, et pareil, c'est des choses des niveaux qu'on n'a pas vus depuis des décennies. Donc, ça clignote de partout. Et les petites alertes qu'on a la semaine dernière qui permettent de faire un peu retomber la soupape pour éviter justement qu'il y ait une vraie bulle avec moins 50% comme dans les vraies bulles, il suffirait qu'on ait moins 15, moins 20, qu'on consolide un peu pendant quelques trimestres pour calmer un peu tout ça, mais ça, on n'arrive pas à le faire. Mais d'autant que comme tous les indices sont hyper concentrés, vous l'avez dit, il y a tous les systèmes d'options derrière, il y a tout ce qui est ETF également, qui suit finalement les 7 gros magnifiques, mais bon, il y a Broadcom, il y en a d'autres qui sont à plus de 1000 milliards. Ça veut dire que le château de cartes, il pourrait s'écrouler rapidement. On a l'impression que tout le monde reste investi, mais on est quand même pas loin de la sortie. Oui, je pense qu'effectivement, on est pour des raisons très très simples, même des raisons. Tout le monde est inconfortable avec la valorisation. Tous les investisseurs professionnels sont assez inquiets. Quand on regarde le PE, le classique PE de Shiller, en fait, qui retraite sur 10 ans
les résultats, donc pour corriger du cycle économique. Les 7 magnifiques, on est à 90 fois, c'est du jamais vu. Le S&P 500 est à 40 fois, ça correspond au pic de 2020. C'est du jamais vu aussi. C'était vu en 2020, mais donc il y a énormément de tensions sur les valorisations sur le marché américain. Je pense que c'est ça qui est important à dire quand même. Et donc c'est un inconfort majeur. Quand on fait de l'investissement de long terme, la probabilité de gagner de l'argent quand un marché est pricé à ces niveaux-là est extrêmement faible. C'est-à-dire que le return à 5 ans, 10 ans, sur ces niveaux de valorisation est très faible. Sophie Chevelet, donc, ça veut dire pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire qu'on commence à réduire la voilure ? Alors oui, et parce qu'en fait, c'est très compliqué. C'est-à-dire que, oui, la réponse est oui, mais si on achète en buy and hold, c'est-à-dire on se dit j'achète le marché américain parce que c'est... Voilà, et je le garde. C'est pas une bonne affaire, c'est presque certain. C'est-à-dire qu'on va se retourner dans 5 ans ou dans 10 ans et on se dira c'était pas une bonne affaire. J'aurais mieux fait de faire autre chose. J'aurais mieux fait de diversifier mon risque à l'international. J'aurais mieux fait d'aller chercher des secteurs qui étaient plus décotés. Ou en tout cas, j'aurais mieux fait de m'éloigner de cette extrême concentration sur la technologie. Est-ce qu'on aurait mieux fait de revenir sur l'Europe alors qu'on sait très bien et on le voit maintenant qu'il y a une corrélation qui de nouveau se met en place. On avait parlé de décorrélation au début d'année, on s'en souvient bien, puisqu'on était plus performants. Les marchés actions sont jamais vraiment décorrélés. Il y a une corrélation toujours très forte entre les marchés actions. Mais aussi parce que le marché américain a tendance à être le marché directeur. Il est peu probable que si on a une grosse correction aux US, l'Europe ne baisse pas dans le même temps. Mais elle peut baisser beaucoup moins. C'est-à-dire qu'en fait, on peut vraiment avoir des baisses moins marquées. Mais donc, si on investit sur le long terme, c'est probablement pas une bonne affaire. Et même à court terme, on a atteint effectivement des niveaux de valorisation où on se dit, à la moindre déception d'un des grands acteurs, d'un des Max 7, on peut avoir des corrections assez significatives. Parce que la chaîne de valeur IA, les entreprises qui sont liées à l'intelligence artificielle dans le S&P 500, vous savez, ce qu'achètent les gens, le tracker SCP. Moi, on m'a posé la question souvent, et Sophie, le tracker SCP, t'en penses quoi ? Donc, le tracker SCP, ce fameux, le S&P 500, c'est 44% des valeurs qui sont liées à l'IA de façon assez proche. Ah oui, c'est bien. Ça veut dire qu'on embarque toute cette chaîne de valeur-là. Ça veut dire qu'il y a, s'il y a un problème sur Microsoft, s'il y a un problème sur Nvidia, il y a un problème sur l'énergie, on emmène à minima 44% des valeurs à la baisse, avec des baisses qui pourraient être substantielles. Ouais. Donc c'est inconfortable. Alors nous, la façon dont on gère ça, c'est qu'effectivement, on a commencé à acheter des puts sur le Nasdaq. On peut pas être complètement à l'extérieur de ce marché, parce que c'est le boom industriel de la décennie. Mais on sait qu'il va y avoir des respirations. Et aujourd'hui, la seule raison pour laquelle les respirations ne sont pas plus marquées, c'est parce qu'on est encore dans une logique de la peur de manquer, c'est le fameux FOMO. Oui. On est encore dans cette logique-là. De rater le mouvement, et d'ailleurs, c'est pas évident pour ceux qui n'ont pas investi après l'été. Exactement. Et tous les stratégistes appellent 15-20% de baisse. Enfin, c'était le cas de Goldman, machin. Mais ça peut, du coup, 15-20% de baisse, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de baisse. 15-20% de baisse, c'est pas une correction. C'est pas assez. C'est pas assez. Vous faites plaisir à Alexandre. Là. Non, mais c'est vrai, c'est pas une vraie correction, c'est une respiration. D'accord. Donc en fait, tout le monde appelle. Oui, c'est-à-dire qu'on a tellement monté que quand on a pris 30, 50, 60, 80%. Tout le monde appelle une respiration de ses vœux, mais donc du coup, dès que ça baisse de 5, dès que ça baisse de 10, tout le monde se dit oh là là. Mais on voit aussi qu'on n'a pas forcément. C'est hyper compliqué comme marché. Un crack sur les indices, mais on peut avoir un crack sur les valeurs. Vous le disiez tout à l'heure, chaque déception. Attention, ça. Énormément d'asymétrie. Ça enlève beaucoup de valeur. Et d'ailleurs, les publications ont été assez mal rémunérées d'une façon générale. C'est-à-dire que si une entreprise qui publiait au-dessus des attentes gagnait en moyenne 0,5%, une entreprise qui publiait en ligne ou qui décevait perdait en moyenne 5%. En moyenne. Moins 20 sur Pinterest. Mais oui, avec des déceptions un peu plus marquées qui pouvaient creuser sur 15-20% de baisse. Donc on a un marché. Mais globalement, c'est vrai que ça tient bien. Louis, comment vous analysez cette séquence ? Je suis assez en ligne avec ce que dit Sophie, ça c'est intéressant parce que les gens regardent souvent sur les 3-5 dernières années. C'est vrai que le Nasdaq, cette année, c'est plus 20, plus 25 l'année dernière, je crois plus 54 il y a 2 ans. Donc voilà, c'est des performances stratosphériques, mais il ne faut pas oublier que c'est pour ça que sur le Nasdaq, aujourd'hui, je suis un peu en ligne avec Sophie, je ne recommanderais pas forcément une stratégie de buy and hold sur le Nasdaq 100, parce qu'il ne faut pas oublier que si vous avez acheté le Nasdaq au plus haut de la bulle Internet en 2000, il faut attendre 2012 pour revenir à zéro. Donc voilà, 12 ans de performance négative. Donc voilà, il ne faut pas se tromper dans la décennie. En revanche, 2012-2025, c'est quasiment 20% de performance annualisée sur le Nasdaq. Donc voilà, ça qu'il y a des cycles. Maintenant, la question, évidemment, l'intelligence artificielle est largement pricée. Donc c'est pour cela que
Il faut être investi, évidemment, mais avec prudence. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, contrairement à 2000, on n'est pas sur une bulle de valorisation, parce que les croissances de bénéfices par action, elles sont là. C'est plutôt une bulle de CAPEX, c'est-à-dire jusqu'à quand on va réussir à mettre des investissements. Il y a un moment, ça va s'arrêter. Une fois que tout le monde aura équilibré, que l'intelligence artificielle sera suffisamment intelligente par elle-même, ça va se calmer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient, oui, mais il n'y avait pas de bulle parce qu'on finançait par les fonds propres, ce qui est vrai. Mais aujourd'hui, de plus en plus, depuis 2 mois, on voit que tout l'écosystème commence à être financé soit par de la dette, soit même par échange de titres, ou même par échange de puces. Maintenant, Nvidia a fait un échange de puces, je crois qu'avec OpenIA, etc. Donc ça, c'est que pour les 7 magnifiques. Mais on oublie que tout ce qui est derrière, les data centers, tout ce qui est l'électrification, ça, en revanche, est énormément lié à la dette. Et là, ça rappelle, on recommence à voir les jargons, les ABS, les CDS, quoi, pas les CDS, pardon, les ABS et tous les produits packagés sur ces produits de data center qui sont faits avec beaucoup de dettes. Là, tout ça, c'est en train de fortement grimper. Donc voilà, c'est les premiers prémices. Donc évidemment, on est une toute première alerte. Mais si on fait le parallèle à l'an 2000, ça n'avait jamais chuté d'un coup. Ça avait chuté, ça avait remonté plusieurs fois. Donc voilà. Donc c'est pour ça que nous, pour l'instant, on reste investi. Il n'y a pas de raison que d'ici la fin de l'année, à part un signe noir qu'on n'aurait pas vu, voilà, ça va être la fin de l'année aux États-Unis, surtout jusqu'à fin novembre, c'est là où les hedge funds clôturent. Donc je pense que là, jusqu'à fin novembre, on va être tranquille. Donc voilà, il n'y a pas de crainte. Mais en revanche, il va falloir être de plus en plus regardant, je pense, sur ces valeurs-là en début d'année prochaine. Alexandre, c'est votre sentiment aussi? Oui, il y a des éléments aussi un peu techniques du marché à l'intérieur du SP500. Si vous regardez par exemple toute la structure du marché, on a eu des rallyes successifs depuis le post-Covid en fait. Première bulle post-Covid corrigée à peu près à 30%, énorme rallye jusqu'en 2024, Trump qui passe par avec les tarifs, et puis un nouveau rallye derrière. Et quand on regarde, il y a des divergences entre la formation de ces records successifs sur le SP500 et le nombre de titres à l'intérieur du SP500 qui participent à ces records. Grosso modo, on est sur le dernier record là, des derniers jours, on est à peu près à peine plus de 50% des titres du SP500 qui ont contribué à ce record, alors que le record qui avait été fait le premier post-Covid en 2021, vous aviez plus de 90% des titres qui y participaient. Donc ça veut dire que vous avez en gros des sommets successifs avec de moins en moins de valeurs qui participent à ces... C'est vraiment les super leaders qui drivent le marché. On retrouve encore cette thématique de locomotive qui tire sur tout l'indice, et sachant qu'en plus, les signaux macro, ce qu'on disait tout à l'heure, si encore ça s'accompagne de très grosses créations d'emplois, c'est-à-dire ce CAPEX a infusé tout de suite l'économie et créé beaucoup d'emplois, on dirait c'est vertueux, les salaires qui progressent, etc. Là, c'est pas le cas. La progression des salaires ralentit, on ne crée pas d'emplois, on voit même qu'on est limite à en détruire un petit peu. Donc, on a vraiment cette impression d'un secteur qui porte tout, mais ce secteur c'est plus un thème micro, c'est devenu un thème macro parce que ça a fait le PIB au premier semestre. C'est vrai qu'il y a une vraie question, puisqu'on dit qu'on sera tous remplacés dans nos métiers respectifs, les analystes, les gérants, et peut-être, bien sûr, les journalistes. Tout le monde va dire non, mais pas moi, on ne peut pas me remplacer, mais en ça, si. Il y aura des avatars, bien évidemment. C'est vrai que ça pose cette question, l'intelligence artificielle. En plus, on voit qu'on dépense énormément pour finalement faire travailler moins de gens. Et on le voit très précisément. Il y a une entreprise dans les Big Seven, dans les Mac 7, c'est Microsoft qui licencie par paquet de milliers. On l'a vu sur Amazon, on l'a vu sur Meta. Ça va arriver. Justement parce qu'ils arrivent à créer mais à remplacer en plus des postes à valeur ajoutée. On ne peut pas dire que chez Meta, ce soit vraiment le bas de gamme. Ça peut poser une inquiétude aussi sur la structure de l'emploi demain aux États-Unis et même dans nos sociétés. Alors, chez Meta, ils ont licencié des gens pour embaucher de nouvelles personnes. C'est un peu bizarre quand même. Enfin, le taux de rotation était un petit peu étrange. Oui, on est dans un process de création destructrice, assez particulier. C'est difficile de faire le bilan aujourd'hui. Je pense que il y a des métiers qui vont changer profondément. Nos métiers dans la finance en font partie. Il y avait un article intéressant aujourd'hui dans Forbes justement sur la façon dont les étudiants doivent se former. Quelles vont être les qualités qui seront davantage recherchées et à quel point c'était frustrant aujourd'hui pour des jeunes diplômés de se dire qu'ils ont appris le coding et qu'on leur dit qu'aujourd'hui c'est gentil, mais en fait c'était pas la peine. Mais c'est pas pour le droit, c'est pas pour beaucoup de métiers. Oui, après, je pense que déjà dans ces progrès-là, le régulateur va aussi, au fur et à mesure, mettre son nez. Il y a quand même beaucoup d'industries qui ont connu de la casse sociale. En général, ça prend du temps. Et je pense qu'il ne faut pas non plus complètement surestimer, notamment ce qu'on peut faire avec l'agentic AI aujourd'hui. On voit notamment tous les déboires, les déboires entre guillemets, de boursiers de Salesforce. C'est aussi parce que, en fait, le déploiement de ces solutions, elles vont quand même prendre énormément de temps. Elles prennent du temps. Donc, avant qu'on ait vraiment
remplacer les gens dans les entreprises, ça va quand même prendre un petit peu de temps. Maintenant, on aura encore besoin de vous, alors. On espère. Encore un peu, encore. Non, ce qui est réel quand même, c'est que, et ça, Jamie Dimon l'avait dit, donc le PDG de JP Morgan, c'est que pour un senior banker, avant, il embauchait peut-être 8 juniors et que maintenant, il n'en prend plus que 6. D'accord. Parce que effectivement, le travail de recherche relativement fastidieux peut être fait très très vite avec l'intelligence artificielle. Mais ce que produit l'intelligence artificielle, on a quand même besoin de le prendre avec prudence aujourd'hui et d'avoir un regard critique sur le produit. Donc on peut pas. Les systèmes ne peuvent pas juste travailler entre eux pour le moment. Hein, on n'en est pas du tout là. D'accord, bon, c'est plutôt rassurant. Allez, on ferme cette parenthèse. On attaque notre dernière partie sur les allocations. Louis Lefels, qu'est-ce qu'on fait chez Gay-Lussac Gestion? Qu'est-ce qu'on propose pour cette fin d'année? Alors vous disiez, on est en roue libre jusqu'à la fermeture des comptes, les mi-novembre, les hedge funds, etc. Néanmoins, on reste positif sur le marché action, que ce soit en Europe et également aux États-Unis. Donc les États-Unis, clairement, parce que la croissance de bénéfices par action est là. Hein, je crois que on va être encore à plus 13,5, je crois, de croissance de bénéfices par action. Je crois qu'il y a 80% des sociétés qui ont publié, donc tout à fait, encore 13,5. Voilà, 83, donc ça va finir une année entre 13 et 14%, ce qui est quand même assez remarquable. On adorerait ça, avoir ça en Europe. Donc voilà, donc tant que les croissances de bénéfices par action sont là, on est prêt. Voilà, on fait quand même attention, comme on dit tout à l'heure, parce que les armes montent pas au ciel. Voilà, l'effet de base va être très compliqué, notamment pour ça va être magnifique l'année prochaine avec le budget de CAPEX. Et je pense que le marché en 2026 va beaucoup plus regarder la productivité et le retour sur investissement. L'année 2025, c'était ça y est, on fait les CAPEX, on applaudit. 2026, je pense que c'est un peu plus sélectif. Donc voilà, évidemment, on reste investi sur le marché US en étant plus sélectif. Donc notamment avec tout ce qu'on a dit, attention sur le consommateur américain. En revanche, en Europe, donc ça fait la 3e année consécutive qu'on n'aura pas de croissance de bénéfices par action, même si la publication du 3e trimestre est un peu meilleure en Europe. Mais on attend vraiment 2026 avec impatience en Europe, parce que ça y est, le fameux plan allemand dont tout le monde parle, c'est 20% de PIB qui va arriver. C'est un peu Abenomics, ce qui se passe au Japon, en Allemagne. Ils vont faire un peu comme ce qui s'était passé au Japon. Donc ils ont tout pris pour eux. Ils ont eu la hausse des taux, l'impact des matières premières, la Chine, la guerre en Ukraine, voilà, il y a tout eu. Donc au moins... Toutes les planètes se sont désalignées. Ouais. Et voilà, donc maintenant, au moins, les Allemands, ça y est, ils prennent des mesures. Donc, pour l'instant, il y a eu des effets d'annonce. C'est vrai qu'avant l'été, ça avait bien monté en début d'année. Rappelez-vous, c'était l'euphorie. Bon, comme d'habitude, on attend ce qui se passe. Et la plupart des sociétés que l'on voit sur le terrain nous disent non, c'est pas avant le 2e semestre 2026, si ce n'est 2027. Donc, on s'est peut-être un peu emballé. Mais voilà, nous, en tout cas en Europe, on arrive en inflexion positive, notamment budgétaire grâce à l'Allemagne, au moment où les États-Unis, eux, vont plutôt arriver en ralentissement. Je pense que le président Trump va pas pouvoir refaire plus que le triple B. Donc l'année prochaine, ça sera plutôt un impact positif de l'Europe au moment où les États-Unis ralentissent. Donc j'ai envie de dire, sauf si l'euro remonte à 1,25, qui aura un impact sur les bénéfices par action, mais voilà, pour le moment, assez équilibré entre les deux zones. Et 2026, peut-être une préférence pour l'Europe. D'accord. Et en plus, les Allemands refont des voitures thermiques. Exactement. De voir si côté de Volkswagen et Porsche, là, c'est peut-être pas tout joué. Tiens, sur l'euro-dollar, c'est vrai que le dollar s'est affaissé contre toutes les monnaies, c'est le grand perdant à l'univers cette année. Qu'est-ce qu'on prévoit pour 2026, Alexandre, sur le marché des changes? J'ai une forte conviction au début d'année qui était la hausse de l'euro, quasiment jusqu'à 1,20. Donc ça, pour le coup, autant sur les US, je me suis trompé, autant sur le marché des changes, c'était plutôt pertinent. On est pas loin, là. Mais après, j'ai pas de visibilité par rapport à ça. J'ai pas de conviction, en tout cas, sur le marché des changes, très clairement, pour l'année prochaine. Okay. Ça dépend de ce que va faire la Fed en décembre, si elle le fait déjà. Donc voilà, je vais attendre de voir un petit peu déjà la fin d'année, et on verra pour les convictions l'année prochaine. Sur les marchés, vous attendez le pour les marchés, je suis assez d'accord avec Louis, c'est-à-dire qu'on a été très optimiste sur l'Europe. On était, il y a 1 an et demi, 2 ans, très très chaud sur les pays du Sud qui nous passaient effectivement en retard. Alors, c'était souvent le cas, mais avec une amélioration des fondamentaux, des agences de notation qui changeaient un petit peu la donne ou autre, on voyait que la croissance européenne était surtout tirée par ces pays-là. Donc on était bullish IBEX, MIB, etc. Ça a beaucoup payé, mais on commence à arriver sur des niveaux. Et c'est là qu'on se demande s'il n'y aura pas un peu de corrélation États-Unis-Europe. C'est-à-dire que si les US venaient à corriger maintenant, vous avez des indices du sud de l'Europe comme l'IBEX qui est en train de taper son record pré-crise des subprimes, après un rallye absolument gigantesque. Donc, un peu de prise de gain côté US et un peu de corrélation Europe, ça offrira des points d'entrée un poil plus bas sur le LIBEX, sur le MIB, ce qui serait pas mal. Mais je pense effectivement le risque, il est haussier sur ces indices-là. C'est-à-dire qu'il faut quand même en avoir maintenant. Et si on a de la chance d'avoir des corrections sur l'IBEX ou le MIB, je pense que c'est du buy the dip sans aucun problème. Et pareil pour le DAX. Effectivement, le DAX, il construit depuis maintenant 5-6 mois.
Moi, je trouve pas mal qu'il n'a sur son pas de range, le DAX, donc depuis 5 mois. Si les US, ils vont un peu comme la semaine dernière, on a vu d'ailleurs, c'est parti en même temps. Si ça continue dans les jours qui viennent, le DAX peut aller chercher 5-10% plus bas, et je pense aussi que ce sera un buy the dip à ce moment-là. Mais pour l'instant, j'ai un peu de mal parce que je n'arrive pas à concevoir, ou alors là, ce serait vraiment grave, c'est-à-dire que si les US commence à repartir maintenant. On va avoir donc des records sur le MIB, sur l'IBEX, etc. Le DAX va battre des records, mais ça implique que les US battent encore des records à ce moment-là. Et là, effectivement, on est déjà sur des niveaux de bulle. On va inflater quelque chose qui ne peut que mal se finir ensuite. Donc, dans la synchronisation, on va d'abord un peu de correction maintenant, buy the dip en Europe et on repart. Et pour la Chine aussi, je reste assez bullish sur la Chine. C'est pas le même rythme. C'est très, très synchronisé par rapport aux États-Unis depuis toute la séquence 2021 jusqu'à 2023. Donc, je suis toujours assez confiance sur la Chine, mais c'est vrai que si les US sont plus volatiles, j'imagine pas la Chine faire plus d'un même moment. Donc il y a toujours un peu ce risque. Un accord, un peu, on a l'impression qu'ils sont un peu mais grosso mieux. modo, je suis assez toujours bullish sur les émergents. Aussi les matières premières. Je pense que prendre un panier de matières premières or, en dehors de l'or, etc., mais commodities, agricoles, métaux, industriels ou autres, avec l'Allemagne qui pourra repartir un petit peu. Voilà, je suis assez optimiste aussi sur les commodities de manière générale. Ouais. Voilà, bon, vous le voyez peut-être pas si vous en écoutez en radio, mais en tout cas, Alexandre nous fait des grands gestes, on voit les ranges se dessiner. Voilà, hein, malheureusement, on n'a pas les courbes, mais on les imagine. Merci. Et puis, on termine avec vous, Sophie Chevelier. Voilà, qu'est-ce qu'on fait pour cette fin d'année ou comment on prépare l'année prochaine? Vous nous disiez peut-être, voilà, on a quand même plus de chances en ce moment, en tout cas sur les US, de perdre un peu d'argent si on reste investi. Il faut réduire la voilure ou il faut, voilà, où on continue à faire du DCA pour ceux qui investissent régulièrement. Qu'est-ce qu'on fait comme stratégie? Non, tout à fait. Nous, on reste investi sur le thème, la grande chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, mais avec des protections optionnelles. Oui. C'est un boom des CAPEX. Bon, on va rester encore un peu porté. Hein. Je ne pense pas que tout va craquer vraiment maintenant. Enfin, je partage le point de vue de Louis de ce point de vue. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses qui sont intéressantes. Attendez juste une seconde. Quand vous prenez vos puts, là, ils sont à quelle échéance? 3 mois, 6 mois vous protégez comment? Les puts, on peut faire... Mais nous, on protège sur le début de l'année prochaine. C'est-à-dire qu'on protège sur 3 mois. Donc, vous sécurisez finalement s'il y a une continuation de la hausse. Et puis ça baisse. Et donc ça, voilà. Mais je dirais que dans l'absolu, il y a d'autres choses qui sont intéressantes. Les dossiers de demande interne en Europe, on reste relativement un petit peu déçus par la dynamique européenne. Mais on a le plan de soutien allemand, on a de la marge de manœuvre budgétaire dans les pays nordiques, en Hollande. Donc il y a des choses qui commencent à se dérouler. Le secteur bancaire reste extrêmement porteur, avec des valorisations qui restent attractives. Le Japon, c'est aussi un marché qui bénéficie d'une relance budgétaire et qui est assez bien imbriqué aussi dans la chaîne de valeur de l'intelligence artificielle, avec un certain nombre de valeurs flagship qui fonctionnent bien, mais des secteurs locaux qui sont aussi assez porteurs. Donc en fait, il y a quand même vraiment beaucoup de choses qu'on peut aller travailler. Et donc, c'est pour ça que nous, on est plus sur l'idée que oui, OK, on n'a pas envie de rater effectivement ce boom des CAPEX, mais il y a d'autres thèmes connexes. Il y a des thèmes qui sont très value. Le healthcare a été incroyable. La santé a été très contre-performante. Aujourd'hui, ça offre une diversification qui est vraiment intéressante. La corrélation pour le coup, on parlait de décorrélation, la corrélation entre la santé et le Nasdaq, c'est 0,44. C'est extrêmement faible. C'est probablement une des plus faibles qu'on peut trouver. Avec des problèmes de droits de douane, des problèmes de prix des médicaments qui commencent progressivement à se résoudre. Donc un secteur qui est au plus bas historique depuis de nombreuses années en termes de valorisation. Donc diversifier, tout simplement. On n'est pas sur l'idée qu'il faille sortir des actions parce que les États-Unis sont très chers. On est sur l'idée qu'effectivement, on va avoir des à-coups sur la partie américaine parce que c'est un peu tendu. On pourrait nous dire, voilà, on réduit un peu pour regarder si effectivement il y avait ce creux, ce dip. On se protège effectivement sur une surchauffe de la technologie aux États-Unis, mais il y a plein de choses tout autour qu'on peut aller, plein d'autres thèmes qui sont intéressants, qui sont très porteurs et qu'on peut aller travailler. Oui, en cas de baisse, Louis, on se prépare, on garde un peu de poudre sèche, comme on dit. Pour le moment, toutes les mesures sont là pour buy the dip. Oui, voilà, il y a toujours la Fed, le Fed put, il y a plein de choses. Et ça ne craquera pas d'un coup. Donc clairement, pour l'instant, on reste très bullish, comme vous avez compris. Les croissances de bénéfices par action sont là. Néanmoins, on est de plus en plus le doigt sur la gâchette. Voilà, on voit ce qui s'est passé la semaine dernière. On regarde de très près. Pour l'instant, le troisième trimestre passe bien. Et n'oubliez pas, l'année prochaine, l'effet de base va être très compliqué pour toutes les sociétés d'intelligence artificielle. Donc voilà, en effet, je partage aussi le point de vue sur le Japon. Voilà, le Japon, ça reste très peu cher, très bon moyen aussi de s'exposer.
Quoi d'autre? Donc voilà, on va peut-être pas une fois des small caps. Bon, les small caps, alors qu'est-ce que ça donne? nous, Rapidement, vous savez, on a 6 minutes. nous, on évite de le dire, vous savez, on s'est tellement Vous nous l'avez trompé. tellement dit. On l'a tellement dit, c'est pour ça que je dis plus chaque année. Mais normalement... 2026, c'est la bonne. Je sais plus, je le dis plus, mais normalement... Si l'Allemagne va mieux et que la différence de taux d'intérêt se resserre entre les US et l'Allemagne, normalement, ça doit vous faire monter l'euro. Donc, c'est vrai que nous, chez Gay-Lussac Gestion, on est plutôt bout l'euro et que normalement, quand l'euro surperforme le dollar, les small caps surperforment, notamment parce qu'elles exportent moins. Voilà, elles sont plus locales, plus domestiques. Donc, bon, ça, c'est le scénario. On a vu qu'à chaque fois, ça se passe pas comme ça. Donc, bon, normalement, on attend vraiment en fait, que le plan allemand soit là, fort, et j'espère enfin que ça sera... Ce sera la bonne. Bon, il y a eu quand même des bonnes nouvelles, mais c'était plus sur des OPA ou des sorties. Voilà, après, ça reste quand même très correct. C'est vrai qu'il n'y a pas eu encore beaucoup de croissance des bénéfices par action, notamment sur les small, c'est un peu comme les large caps. Mais en revanche, pour 2026, le consensus attend plus de croissance que les large caps sur les small caps. Allez, vous reviendrez nous en parler. Merci Louis Defels, Gay-Lussac Gestion, un grand merci. Merci Sophie Chevelier chez Dorval AM et Alexandre Bardès pour IG. C'était un plaisir de vous avoir. On se retrouve très prochainement. Quant à nous, on continue avec, dans un instant, on reparle du shutdown. C'est l'heure du quart d'heure américain.